Je vais tout de suite passer la parole à Albert Fer, qui nous a fait le plaisir d'inviter Alain Benoît à donner cette conférence aujourd'hui sur les mesures en astrophysique. Voilà, merci Albert. Bonsoir. Notre conférencier ce soir est Alain Benoît, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie, lauréat de nombreux prix scientifiques. Il développe ses recherches à l'Institut Néel à Grenoble et en collaboration avec des astrophysiciens et des physiciens des particules élémentaires. En effet, les détecteurs, par exemple, les détecteurs inventés par Alain Benoît sont utilisés en astrophysique, soit sur Terre, soit dans l'espace. Et il va vous présenter des exemples à la fois d'instrumentation et d'application en astrophysique de ces détecteurs. Voilà, je te cède la parole à toi. Merci, bonjour. Merci de m'avoir invité. Donc, je vais vous parler plus précisément de l'observation astrophysique dans le domaine des ondes millimétriques. Alors, la première question, c'est pourquoi les ondes millimétriques? Alors, la réponse est simple. En optique visible, on regarde le ciel, et en fait, on voit énormément d'objets proches. Et les objets lointains, ils sont décalés vers l'infrarouge à cause de l'expansion de l'univers. Et donc, en fait, on a du mal à regarder les objets les plus lointains. Il faudra les regarder en infrarouge, mais quand on regarde en infrarouge, l'atmosphère devient complètement opaque et on ne peut plus regarder. Et donc, alors, ce qui se passe, c'est que si on augmente encore la longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on diminue la fréquence, on arrive, donc la lumière visible, c'est de l'ordre du micro, disons, l'infrarouge proche. Si on augmente la longueur d'onde, quand on arrive au millimètre, l'atmosphère redevient transparente. Et donc c'est une fenêtre qui est très intéressante pour aller observer ce qui se passe au loin. Alors pourquoi? Parce que justement dans le millimétrique, les objets proches, ils sont très peu lumineux. Tandis que les objets lointains qui sont décalés vers l'infrarouge, ils sont beaucoup plus lumineux. Donc on peut regarder beaucoup plus facilement les objets lointains dans ce domaine de longueur d'onde, sans être ébloui par les objets proches. Donc, je vais commencer par vous parler un peu des techniques qu'on va utiliser pour regarder dans ce domaine de longueur d'onde. Voilà. Alors, donc, je vous parlais de l'opacité du ciel. Donc, c'est de la lumière ou c'est de la radio. En fait, c'est la même chose, la radio et la lumière. Mais dans ce domaine de longueur d'onde, on va utiliser des techniques optiques, des miroirs et des lentilles. Mais on va aussi utiliser des techniques radio qui sont par exemple des cornets ou je vous parlerai du filtrage. Et après, le problème, c'est quel détecteur va-t-on utiliser? Alors, les détecteurs optiques classiques ne marchent pas pour ces longueurs d'onde parce que les photons n'ont pas assez d'énergie pour exciter des semi-conducteurs. Vu qu'on est à des photons qui ont des énergies typiquement 1000 fois plus faibles que celles des photons optiques. Et donc, on a développé d'autres types de détecteurs. Donc soit des monomères, soit des kills, et qui nécessitent une cryogénie dont je vous parlerai. Et après, je vous donnerai deux exemples d'observation. D'abord, les mesures de fluctuation du fond diffus cosmologique, avec des expériences en ballon et en satellite. Et ensuite, l'observation de sources millimétriques avec des matrices de Kills. Alors voilà, donc je vous parlais de l'absorption de l'atmosphère. Donc là, vous voyez des fréquences. Donc vous voyez dans le domaine millimétrique, ici on est à 3 mm, ici on est à 1 mm. Et on voit que l'absorption de l'atmosphère grandit et qu'à partir de là, on ne peut plus rien faire. Sauf s'il y a très peu d'eau. Ça, c'est la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc on voit qu'il faut moins d'1 millimètre de vapeur d'eau pour pouvoir monter aux fréquences plus hautes que 300 GHz. Et ça peut se faire que en altitude ou quand il fait très froid ou en ballon, etc. Sinon, dans la gamme 3 mm, on peut travailler même à des altitudes raisonnables, c'est-à-dire à 3 mm ou quelque chose comme ça. Alors, au sol, c'est bien parce qu'on peut réparer en continu, on peut améliorer les instruments. Un instrument satellite, c'est beaucoup plus délicat parce qu'il faut le mettre au point. Il faut le définir, le satellite, 10 ans avant qu'il vole. Quand il vole, la technologie est déjà dépassée.
Alors, le gros avantage du satellite, quand même, c'est qu'une fois lancé, il peut observer pendant des années sans s'arrêter, ce qui n'est jamais possible au sol. On a la nuit, le jour, on a des nuages. D'accord. Alors, avant de continuer, je vais vous donner juste quelques ordres de grandeur. On va passer assez vite, mais juste pour vous dire que typiquement, la lumière qui nous vient du ciel en millimétrique, c'est une lumière qui est émise par un corps noir à 3 Kelvin. Et vous savez que l'émission d'un corps noir, elle varie comme T4, et à la puissance quatrième de la température. Donc, à 300 K, on reçoit typiquement 500 watts par mètre carré. C'est ce que reçoit un capteur solaire. Et à 3 Kelvin, ça tombe à 5 microwatts par mètre carré. Et alors, sur un télescope normal, on a des puissances typiquement, de l'ordre du picowatt, c'est-à-dire 10,12 watts. Et alors, il faut voir quand même, être conscient que ça représente seulement un nombre de l'ordre de 10 puissance 10 photons par seconde. Et donc, on a un bruit intrinsèque qui est le bruit statistique des photons, qui est typiquement en racine de n, le bruit statistique. Bon, c'est pas vrai, mais l'ordre de grandeur, elle est là. Et donc, on a de toute façon un bruit de l'ordre de 10,5 de ce qu'on mesure, et qu'on ne peut pas faire mieux, parce que c'est le bruit de la lumière qui arrive. Donc, on va vouloir faire des détecteurs qui soient aussi sensibles que ça. Et après, c'est pas la peine de faire mieux. C'est déjà pas facile de faire ça. Alors, je reviens sur les technologies qu'on va utiliser. Donc, il faut aussi se rendre compte qu'on ne va pas pouvoir travailler avec des toutes petites lentilles, parce que, comme la longueur d'onde est du millimètre, il faut quand même que ça soit grand devant la longueur d'onde pour que ça marche, sinon on a trop de diffraction. Donc, on va utiliser soit des miroirs en aluminium. Alors, on peut avoir des miroirs, vous voyez, qui sont très grands. Ça, c'est un miroir qui fait 1,60 m de diamètre. Et donc, c'est simplement un bloc d'aluminium qu'on met sur une fraiseuse numérique et qu'on va usiner. Alors, il faut quand même faire ça comme il faut pour avoir une précision de l'ordre de 15 microns RMS pour être meilleur que la longueur d'onde. Et puis, les formes de ces miroirs, ce n'est pas des paraboles ou des sphères, c'est des formes qu'on calcule pour enlever les aberrations. Et donc c'est un logiciel qui nous donne des équations compliquées, qu'on donne aux mécaniciens et qui va réaliser le miroir. Et après ça, on mesure pour le vérifier. Parce qu'un des problèmes, c'est que quand vous usinez un bloc d'aluminium comme ça, s'il y a des contraintes dans le métal au départ, quand vous l'usinez, il va se déformer. Donc on fait un premier usinage, éventuellement on fait un recuit thermique, après on repasse les passes de finition, etc. Donc c'est un peu plus délicat que ça en a l'air, mais ça se fait quand même bien. Alors après, on fait des lentilles aussi. Alors les lentilles, vous voyez ici, vous avez des exemples de lentilles qui font 10-20 cm. Voilà, alors éventuellement, on peut aussi mettre une couche de lentille réfléchissante. Alors, en millimétrique, on a une technique qui n'est pas connue qu'on ne peut pas utiliser en optique, qui est simplement d'usiner des petites rayures sur la lentille. Si les petites rayures que vous faites sont petites devant la longueur d'onde, ça va vous faire une variation progressive d'indice et ça va vous faire une couche lentille réfléchissante. Donc en fait, on fait ça avec une petite fraise pointue, on va tracer des petits cercles, des petites lignes, des petites croix sur la lentille pour abîmer la surface. En fait, il faut que la surface elle soit bien rugueuse. Et à ce moment-là, c'est un truc réfléchissant. Alors, on a d'autres techniques qu'on utilise aussi, c'est d'utiliser des cornets. Alors ça, c'est des techniques qui sont beaucoup utilisées en radio, en hyperfréquence. Et donc, un cornet, ça ressemble à ça. Et alors, l'avantage du cornet, c'est que la lumière qui arrive dans l'axe, elle rentre bien dedans, mais toute la lumière qui arrive sur le côté, elle est réfléchie. Et donc, ça permet d'avoir un faisceau qui est bien calibré et dirigé. Alors, pourquoi c'est important de calibrer notre faisceau? Attendez, je passe d'abord sur les filtres. Alors, pour filtrer la longueur d'onde, on utilise simplement des grilles métalliques. Alors, vous voyez, si on prend une grille métallique comme celle-ci, c'est un grillage, les grandes longueurs d'onde ne peuvent pas passer à travers, si la longueur d'onde est beaucoup plus grande que le pas du grillage. Et donc ça bloque complètement les grandes longueurs d'onde. Par contre, les courtes longueurs d'onde, elles peuvent passer par les trous. Donc avec une grille comme ça, vous avez un fil qui ne laisse passer que les courtes longueurs d'onde, donc que les hautes fréquences.
Et le contraire, c'est une grille avec des petits pavés comme ça. Ça fait le contraire, ça bloque les hautes fréquences et ça laisse passer les basses fréquences. Et donc on fait des grilles, c'est simplement une grille lithographiée. Et comme l'échelle, la taille de ce système-là, c'est d'ordre de... c'est des fractions de millimètres, mais c'est tout à fait accessible, c'est facile à faire. Et alors en plus, on peut même faire des dichroïques, qui sont des filtres interféromètres avec plusieurs grilles, qui permettent de laisser passer certaines fréquences et de réfléchir d'autres fréquences. Et donc ça permet, par exemple, quand vous avez un faisceau incident qui arrive ici, vous mettez une grille comme ça à 45 degrés, et vous récupérez les basses fréquences d'un côté et les hautes fréquences de l'autre, avec deux matrices de détecteurs. Alors ça, c'est une technique qui est intéressante, parce que ça permet. Le deuxième problème, c'est on va évidemment mettre beaucoup de détecteurs. Donc soit on met une assemblée de cornets. Alors si on met une assemblée de cornets, c'est bien parce que le faisceau il est bien dirigé par les cornets, donc on va regarder que le ciel. Tandis que si vous avez une matrice plate, vous allez regarder tout autour. La lumière va pouvoir arriver sur la matrice sur les côtés. Donc il faut que la lumière qui arrive sur les côtés soit négligeable devant la lumière qu'on regarde. Donc il faut que les côtés soient beaucoup plus froids que le ciel qu'on regarde. Donc il faut que la boîte qui contient la matrice soit beaucoup plus froide que 3 Kelvin. Alors 3 Kelvin, c'est déjà très froid, c'est déjà liquide. Et donc on est obligé d'installer toute l'optique et tous les détecteurs dans une boîte qui soit à typiquement 100 millikelvin. Alors c'est un peu ce qui a retardé l'utilisation de matrices de détecteurs, parce que pendant longtemps, les gens ils utilisaient des cornets, parce que les cornets, eux, on n'est pas obligé de les refroidir tant que ça, donc ils sont réfléchissants. Alors voilà un exemple de cryostat qu'on a réalisé. Alors vous voyez ici, donc la lumière elle arrive ici, elle rentre dans le cryostat par le côté là. Et là vous avez deux miroirs qui permettent de la renvoyer dans l'axe. Alors avant de rentrer dans le cryostat, déjà les miroirs ils sont à 60 Kelvin. Vous avez déjà un filtre pour couper tout le rayonnement 300K visible qui rentre dedans. Et après, vous avez une boîte à 4 Kelvin qui est là, avec encore un filtre à l'entrée, pour ne laisser passer que le rayonnement millimétrique. Et là, vous avez des lentilles, vous voyez les lentilles bombées, c'est vraiment des lentilles qui ont été usinées dans du polyéthylène. Alors vous avez un dichroïque ici qui permet de séparer, une bande de longueur d'onde qui rentre là et une autre qui vient ici. Ici, vous avez donc une lentille, un miroir et une matrice ici qui va mesurer les grandes longueurs d'onde. 2 mm. Ici, vous avez un polariseur qui permettra de mesurer ici une polarisation et ici une autre. Alors, tout ce système est grand parce que la longueur d'onde est millimétrique. Si vous avez une étendue de faisceau, vous ne pouvez pas faire quelque chose de petit. Donc, typiquement, un cryostat comme ça pèse 1 tonne, ça mesure 2 mètres de long. Ce n'est pas un petit objet. Et vous avez les machines frigorifiques à côté. Alors, j'arrive au détecteur. Donc le détecteur, la technique la plus simple qu'on a imaginée, qui est quand même toute simple, c'est de dire, pardon, vous prenez un petit cristal de n'importe quoi, et vous l'accrochez avec un lien thermique assez faible, avec un petit fil par exemple, à un cryostat très froid. S'il y a de la lumière qui arrive dessus, il va chauffer. Et donc il suffit de mesurer sa température pour savoir s'il y a de la lumière qui arrive. L'avantage d'un système comme ça ne semble pas très sensible. Hein. On peut mesurer la lumière comme ça, vous pouvez regarder s'il y a du soleil qui arrive en mettant votre main, vous sentez qu'elle chauffe. Mais un système comme ça, sa sensibilité ne dépend que de la température à laquelle vous travaillez. Et si vous mettez suffisamment froid, vous allez être capable de mesurer même de la lumière millimétrique. Alors on s'aperçoit que pour que ça marche, il faut quand même que la température T0 à laquelle vous accrochez votre système soit typiquement de l'ordre de 0,1 Kelvin ou en dessous. Mais dans ce cas-là, on peut montrer que le bruit thermique du thermomètre, il va être inférieur au bruit de photons si votre thermomètre est beaucoup plus froid que la température des photons. Donc quand on a des photons à 3 Kelvin, avec des... Alors il y a beaucoup de pollution numérique derrière. Enfin quand même, en gros, il suffit que le cryostat soit en dessous de 1/10 de Kelvin pour que le bruit du thermomètre soit plus faible que le bruit des photons incidents. Alors bien sûr, il faut un thermomètre qui marche à cette température-là. Alors, donc il faudrait trouver comment mesurer une température avec
un objet dont la résistance électrique dépend de la température. Alors soit on prend un semi-conducteur ou un système comme ça dont la température augmente très vite. Avec le bon dopage, on peut arriver à avoir des systèmes dont la résistance elle augmente très vite à une certaine température. Soit on peut utiliser des systèmes supraconducteurs dont la résistance elle va tomber à zéro à une certaine température. Donc comme ça, on peut mesurer la température. Je vais pas, voilà, donc j'ai dit typiquement à 100 millimètres, ça marche bien pour mesurer ce domaine de longueur d'onde. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à 300 millicas parce que le cryogénie c'est plus facile. Et en 300 millicas, on perd un peu de performance par rapport à 100 millicas. Alors les bolomètres, au départ, ça se faisait de façon assez artisanale. On prend un petit cristal, on prend une goutte de colle, on l'accroche avec 3 petites ficelles pour le suspendre. Après, on prend un thermomètre qui a un cristal semi-conducteur, on va le coller dessus au milieu avec 2 petits fils et on fait des bolomètres comme ça. Et donc il y a des gens qui ont fait des bolomètres comme ça, qui étaient très sensibles d'ailleurs à Paris. Mais bon, c'est quand même un peu limité parce que ça dépend vraiment de l'habileté du technicien qui va coller les petits fils. Et donc aux États-Unis, ils ont développé une technique que vous voyez là. C'est vous prenez une plaquette de silicium avec une membrane collée dessus. Ensuite, vous gravez le silicium derrière pour que la membrane soit suspendue. Donc il vous reste une membrane tendue sur une poutre de silicium avec un trou dans le silicium. Et après, vous gravez la membrane pour laisser juste des petits fils. Et donc comme ça, vous fabriquez une toile d'araignée par lithographie. Et au milieu de la toile d'araignée, vous allez coller à la main un petit cristal pour mesurer la température. Donc ça, c'est des bolomètres qui étaient très très sensibles et c'est ceux qui ont volé dans le satellite. Alors, après, on fait des assemblées de bolomètres. Alors au départ, on avait donc des bolomètres individuels comme ça et on met une série de coordonnées devant chaque bolomètre. Donc ça vous fait vous êtes loin des millions de pixels de votre appareil photo, mais bon, vous avez une dizaine de pixels. Et donc après, on essaie de faire des matrices lithographiées. Donc voilà une matrice lithographiée par exemple. Mais à ce moment-là, on est obligé de faire une boîte froide comme je l'ai dit. Alors je viens sur la mesure. Alors la mesure, c'est pas simple non plus parce que c'est pareil, c'est des systèmes à très très faible puissance, donc il faut arriver à mesurer la résistance du thermomètre avec une électronique qui ne rajoute pas de bruit. Et donc on a développé des électroniques avec une modulation, etc. Et des techniques de mesure pour supprimer le mode commun, etc. Donc ça c'est typiquement l'électronique qu'on a utilisée. Et vous voyez un boîtier comme ça permet de mesurer, il y a 6 cartes, et donc il y a 6 détecteurs. Et donc pour chaque détecteur, vous avez un préamplificateur. Et là, typiquement, vous avez un boîtier avec 4 préamplificateurs pour mesurer. Alors, on aurait du mal à faire 1000 détecteurs comme ça. Mais bon, c'est des systèmes qui marchent bien et qui ont été utilisés. Alors après, on peut essayer de faire du multiplexage. Donc ça, aujourd'hui, il y a des gens qui font du multiplexage. Nous, on en a fait un peu et puis on a arrêté parce qu'on a trouvé d'autres technologies qui étaient plus efficaces. Donc soit du multiplexage temporel, soit du multiplexage fréquentiel. Mais je ne vais pas en parler trop parce que c'est un peu... Enfin, on est capable donc de multiplexer les bolomètres avec des systèmes à screw-in. Alors tout ça, il faut le refroidir à très basse température. Alors très basse température, je vous dis, c'est de l'ordre de 100 millicas. Alors comment on fait de très basses températures? À terre, on fait bouillir un liquide. Donc soit l'azote liquide, 77 Kelvin, l'hydrogène liquide, l'hélium liquide ou l'hélium 3 liquide. Mais il n'y a pas de liquide dans la nature qui bout plus bas que les 3 degrés de l'hélium 3 liquide. Parce qu'il n'y a pas de liquide qui ait des forces de cohésion qui soient plus faibles que l'hélium. Tous les composés ont des... Et donc, par cette technique, on ne peut pas descendre plus froid. Alors on peut pomper à basse pression, on arrive à 0,3 Kelvin. C'est pour ça que je vous disais que les gens s'arrêtent souvent à 0,3 Kelvin. C'est le plus froid qu'on peut faire en pompant sur un liquide. Alors, heureusement, dans la nature, il y a un cas très spécifique qui est l'hélium, qui ne se solidifie pas quand on le refroidit. Normalement, tous les corps, quand vous les refroidissez, ils deviennent solides. D'accord ? Parce qu'il y a des attractions entre atomes, même si elles sont très faibles,
Si vous refroidissez suffisamment, ça va finir par se congeler et devenir solide. Alors, l'hélium ne devient pas solide. Pourquoi? À cause du principe d'incertitude. Parce que la mécanique quantique interdit de faire un cristal d'hélium solide. Parce que s'il était solide, on connaîtrait la position et la vitesse des atomes, donc l'énergie est très faible. Et donc l'hélium reste liquide, autant que vous le refroidissez. Alors, un deuxième atout que la nature nous a donné, c'est qu'il y a deux isotopes de l'hélium qui sont stables, qui sont des gaz très ordinaires, c'est l'hélium 4 et l'hélium 3, qui n'a qu'un neutron. Alors vous me direz, la seule différence, c'est que celui-là, il est un peu plus léger que l'autre. Et en fait, non, il y a une autre différence, c'est qu'il y en a un qui est un nombre pair de particules et l'autre un nombre impair. Alors ça, en mécanique classique, ça ne change strictement rien. Mais en mécanique quantique, c'est complètement différent. Parce que si vous avez un nombre pair, vous êtes un boson. Si vous avez un nombre impair, vous êtes un fermion. Et la statistique de ces objets n'est pas la même du tout. Et donc, en fait, ça fait que le liquide hélium 3 et le liquide hélium 4 ne se comportent pas du tout de la même façon à basse température. Et alors, en plus, on peut les mélanger l'un et l'autre, les diluer l'un dans l'autre. Et il y a une énergie de dilution qui est énorme, qui permet de refroidir. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Et disons que c'est les merveilles de la nature qui nous a permis d'avoir une technique de refroidissement qui permet de descendre. C'est terrible parce qu'en évaporant, on a vu qu'on s'est arrêté à 0,3 Kelvin, donc 300 millikelvin. En diluant l'hélium 3 dans l'hélium 4, on descend d'un coup 100 fois plus bas, jusqu'à 3 millikelvin. Alors cette technique, elle est connue depuis les années 1960, elle est utilisée au laboratoire. Mais c'est quand même des gros systèmes un peu compliqués avec des pompes. Et donc c'est vrai qu'envisager ça sur un télescope, c'est envisageable, mais dans un ballon ou dans un satellite, c'est assez inenvisageable. Et donc on a développé un système différent de dilution en cycle ouvert en 88 et qui est insensible à la gravitation. C'est en fait ce qui nous a fait rentrer dans le travail avec les astrophysiciens. Et donc l'idée, c'est d'envoyer de l'hélium 3 dans un tuyau, d'envoyer de l'hélium 4 dans un autre tuyau et de les mélanger. Et là où vous les mélangez, miracle, ça se refroidit. Ça se refroidit très fort. En fait, ça fait des bulles parce qu'il n'est pas soluble à 100%. Et en fait, au fur et à mesure que les bulles au fur et à mesure que ça se réchauffe, les bulles se dissolvent. Et alors là, je fais un petit film pour vous montrer l'hélium 3 et l'hélium 4. Donc, ce qui est tout noir là, c'est l'hélium 3 qui arrive par en bas. Là. Ici, c'est l'hélium 4 qui arrive. Et là, vous voyez les bulles d'hélium 3 dans l'hélium 4. D'accord? Et au fur et à mesure qu'on avance, les bulles se. Au fur et à mesure qu'on avance, voilà. Alors, ça, c'est quand même une manip qui est assez rigolote. Parce que comment vous croyez qu'on a fait pour filmer ça? Ah. Alors le système expérimental, c'est ça, vous voyez, c'est des petits tuyaux métalliques, quand on envoie le liquide, d'accord, qui va tourner et revenir. Et en fait, on a mis ça à côté d'un réacteur à neutrons, et la chance, c'est que les neutrons, ils passent à travers le métal. L'hélium 4, il est à peu près transparent, mais l'hélium 3, il absorbe les neutrons. Donc c'est pour ça qu'on voit très bien le noir de l'hélium. Donc ça a été fait, c'est une manip qu'on a fait à l'IRL. Donc le tout, évidemment, dans un cristal refroidi à 100 millikelvin. Alors, voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un peu à quoi ça peut servir, donc de l'expansion de l'univers. Alors, vous savez tous que l'univers est en expansion, ce qui veut dire que les objets proches de nous, ils s'éloignent doucement. Et si on regarde des objets lointains, ils s'éloignent très vite. Alors ça ne veut pas dire qu'on est au centre de l'univers, parce que si la vitesse d'expansion elle est proportionnelle à la distance, à ce moment-là, en tout point de l'univers, vous verrez tous les objets s'éloigner de nous. Si c'est une expansion uniforme de partout. Et donc c'est ça. Et alors, si tous les objets s'éloignent, on a tout de suite pensé que si on remonte le temps, ils se rapprochent. Et donc dans le passé, les objets étaient plus rapprochés qu'aujourd'hui.
si on extrapole le temps, eh ben on s'aperçoit qu'il y a eu un moment où ils se touchaient, ils étaient tous au même endroit. Si la vitesse est constante depuis ce temps-là. Bien sûr, il peut y avoir des changements de vitesse, à ce moment-là, ça peut être différent. Mais en première approximation, on se dit, il n'y a rien qui empêche un objet qui est lancé en l'air de changer sa vitesse. Donc en première approximation, on peut dire, et ben voilà, si on monte le temps, il y a un moment où tous les objets étaient au même endroit. Et à ce moment-là, évidemment, si on ramène plein d'objets au même endroit, on comprime un gaz, et ça devient très chaud. Et donc les gens se sont dit, eh ben, il y a eu une époque où l'univers devait être très chaud et très dense. Alors on a essayé de mesurer, est-ce que la vitesse varie? Alors c'est facile, il suffit de regarder, enfin c'est facile, il suffit de regarder les objets très loin et de mesurer leur vitesse, parce que les objets très loin, on les regarde, mais ils sont très vieux en même temps, puisque la lumière met du temps à venir jusqu'à nous. Et donc si les objets très loin, ils ne suivent pas tout à fait la même loi, mais ils vont un peu plus vite qu'ils devraient, ça veut dire que la vitesse a ralenti. Et s'ils vont un peu moins vite qu'ils devraient, ça veut dire que la vitesse a augmenté. Alors, c'est ce qu'on a fait, et on a vu que la vitesse semble augmenter, et que l'univers semble se dilater de plus en plus vite. Alors ça, c'est un peu incompréhensible. Je vous dirai après. D'abord, comment on fait pour mesurer ça? Que c'est bien beau de dire qu'il suffit de mesurer la distance et la vitesse d'un objet. Alors, la vitesse, c'est facile à mesurer. Parce que pour mesurer la vitesse, pour garder une raie émise par un gaz quelconque, garder une raie d'absorption de cet objet, et cette raie, elle se décale par effet Doppler en fonction de la vitesse de l'objet. Donc en mesurant le spectre d'un objet, vous pouvez connaître sa vitesse avec une grande précision. Le problème, c'est comment connaître la distance. Alors, pour connaître la distance, la technique qu'on a utilisée, ça a été de regarder des supernovas. Les supernovas, c'est des étoiles qui explosent et qui envoient une bouffée de lumière quand elles explosent. Et alors, la manière dont elles explosent, on peut savoir, il y a des catégories de supernovas qui sont toutes identiques et qui explosent toutes de la même façon. Et on peut vérifier que c'est cette catégorie-là qu'on a observée en regardant la durée de l'explosion, le spectre et la manière dont ça s'est passé. Et donc si on a une étoile qu'on connaît bien, on sait comment elle a explosé, on sait quelle lumière elle a émis. À ce moment-là, il suffit de mesurer combien de lumière on reçoit pour savoir à quelle distance elle est. Donc ça, c'est la technique qui a été utilisée et qui a permis de voir que ça accélérait. Donc là, ce n'est pas du rayonnement millimétrique, mais ça va s'en rapprocher. Et donc, voilà. Et donc, il semble qu'il y ait quelque chose qui fait que l'univers va de plus en plus vite vers l'expansion. Ce qu'on ne savait pas il y a 20 ans. Les gens n'y croyaient pas. Et bon, on a fini par... Bon. Alors maintenant, je reviens à l'époque où l'univers était très chaud. L'univers était très chaud. Donc, si vous chauffez un gaz, il y a un moment où il commence à s'ioniser. C'est-à-dire que les atomes perdent leurs électrons, et le gaz devient un plasma, et ça devient tout rouge, et vous ne voyez plus à travers. Ça devient un système opaque. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand le système est opaque, la lumière, elle est dedans, et au moment où il devient transparent, la lumière s'en va. Ou alors, si vous regardez au loin, vous regardez de plus en plus loin, et si vous regardez suffisamment loin, vous tombez sur l'objet chaud et tout, qui vous envoie de la lumière. Donc en fait, on observe cet objet chaud au moment où il est devenu transparent. D'accord ? Alors, pourquoi cet objet chaud, on ne le voit pas avec nos yeux? Parce que quand même, quand on devient un plasma, c'est typiquement à 3000 degrés. C'est la même chose avec le Soleil. Vous voyez le Soleil, vous avez l'impression que c'est une boule qui a un certain diamètre. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est la surface où le Soleil devient transparent. Parce que ce qui est jaune, c'est le Soleil qui est opaque. Et puis à l'extérieur, il y a encore du gaz qui est aussi très chaud et qui est transparent, que vous ne voyez pas. Quand vous regardez le Soleil, vous voyez la surface de recombinaison juste là où il devient transparent. Quand vous regardez le fond de l'univers, c'est pareil, vous voyez la surface de recombinaison qui est déjà transparent. Cette surface, elle est à 3000 Kelvin.
mais à cause de la dilatation de l'univers, toutes les énergies sont décalées typiquement d'un facteur 1000. Donc en fait, vous le voyez comme un corps noir à 3 keV, c'est-à-dire très froid, alors que c'est très chaud. Alors, ça a été observé, alors c'était une prédiction de 1940, et ça, pour une fois, c'est des choses que les scientifiques ont prédit de façon théorique avant qu'il n'y ait aucune observation. Ils ont prédit qu'on devait y avoir ça. Et donc les gens regardaient, et en fait, un peu par hasard, avec ce gros instrument qui est là-haut, ils ont mesuré un bruit bizarre, ils ont mis du temps à comprendre, et ils ont compris que c'était ça, et ils ont reçu le prix Nobel pour ça. Mais donc, après, il y a eu plein de mesures de ce rayonnement fossile, et on a vu que c'était un corps noir avec un spectre de corps noir parfait. Donc c'est bien. Et alors vous voyez les fréquences ici, là où il y a le maximum de signal, c'est quand même entre 100 et 300 GHz. C'est exactement le domaine millimétrique dans lequel on veut regarder. Alors en fait, ça a été observé d'abord à plus basse fréquence, parce que les instruments comme ça, ils travaillaient à plus basse fréquence. Le ciel est bien transparent à basse fréquence. C'est plus facile. Mais à basse fréquence, on a des problèmes parce qu'on a du mal à avoir une résolution angulaire. Donc, je ne vais pas trop insister, mais voilà. Donc ces observations du rayonnement fossile ont confirmé le modèle du Big Bang. Mais aussi, ce que les gens ont prédit alors, c'est qu'il n'y a pas de raison que ce soit... Alors, c'est presque homogène partout dans le ciel. Vous regardez, vous voyez le même rayonnement avec le même spectre de corps noir. Mais quand même, vous voyez des petites variations d'intensité en fonction de là où vous regardez. Alors ça, c'est normal parce qu'il n'y a pas de raison que le système soit complètement homogène. Alors les gens ont fait tourner des modèles en disant s'il y a des petites variations d'intensité, s'il y a des petites variations de densité dans ce plasma. Là où il est un peu plus dense, un peu plus de masse, il y a un peu plus d'attraction. Donc ça va le comprimer là où il est dense. Mais ça ne va pas s'effondrer parce que si on comprime, ça chauffe. Si on chauffe, ça augmente la pression. Et donc ça va se redilater. Donc en fait, vous allez avoir des oscillations dans le plasma. Et ces oscillations vont durer tant que le plasma est chaud. Et elles vont s'arrêter quand il va devenir transparent. Donc en fait, en regardant le Big Bang, on voit la dernière étape, l'état du plasma au moment où il est devenu transparent. Alors, il a oscillé. Alors, après, une fois qu'il est devenu transparent, ça n'oscille plus. Mais vous allez avoir, à cause de ces différences de densité, un effondrement gravitationnel aux endroits les plus denses. C'est ça qui va vous créer les galaxies, les étoiles et nous. Sinon, on ne serait pas là. Donc tout ça est lié en fait. Alors après, les gens ont calculé en fonction des modèles. Alors les modèles tiennent compte de la courbure de l'univers, du rapport masse totale, masse critique, etc. Et on peut prédire quelles oscillations on attend quand on observe le ciel. Alors c'est des oscillations de quoi? C'est le multipôle, c'est-à-dire que quand vous voulez chercher des oscillations sur une sphère, vous regardez typiquement combien il y a d'oscillations sur la sphère. Le dipôle, c'est une bosse d'un côté, un trou de l'autre. Après, il y a le quadrupôle qui est 4 bosses, etc. Après, le quintupôle, où il y a 5 bosses. Et donc ça, en fait, c'est le nombre de bosses que vous faites. C'est le nombre de bosses. Et ça correspond donc un peu à l'angle. Alors, typiquement, ici, on va être à 1 degré pour les oscillations. Alors, ça, c'est un peu des cours théoriques. Et donc, maintenant, je vais vous parler des mesures. Alors, comment on peut mesurer ça? Vous comprenez ce qu'il faut mesurer. C'est quelle différence d'intensité vous avez entre ici, là. D'accord? Alors, la solution la plus simple, c'est de dire, on va prendre un télescope qui tourne, qui balaye le ciel en continu. Alors, ça, c'est très bien. Alors, sur la Terre, c'est très embêtant, parce que si vous tournez en rond, vous allez voir des montagnes d'un côté, un truc plus chaud de l'autre, etc. Donc, vous aurez des tas de signaux parasites. Dans un satellite, c'est plus facile. Vous êtes moins gêné. Et donc, vous pourrez regarder les différences entre des points très éloignés.
Dans un ballon, ça marche aussi. Donc dans un ballon, typiquement, vous mettez un télescope qui vise à 45 degrés vers le haut pour ne pas être gêné par la Terre, et pas tout en haut parce qu'il y a le ballon. Sauf les Américains, ils ont fait une manip ballon où ils ont monté le télescope au sommet du ballon pour pouvoir justement viser assez haut. Parce qu'en fait, ils ont fait une manip qui tournait en Antarctique. Et en Antarctique, il y a du soleil, mais il est assez bas. Donc en se mettant au sommet du ballon et en visant assez haut, on peut ne pas être trop gêné par le soleil. Bon, ils n'ont pas eu de chance parce que leur manip s'est mal passé, qu'ils ont perdu le télescope en Antarctique. Mais sinon, donc nous on a fait une manip où on avait un ballon qui a volé dans la nuit polaire, donc dans le nord, pour ne pas être gêné par le soleil, bien sûr, et avec une nacelle qui pointait typiquement à 45 degrés et qui tournait comme ça. Alors avec un pointage fixe et une élévation de 45 degrés. Bon, sur un satellite, on tourne à 2 tours minutes. Non, ça c'est sur le ballon. Le satellite, il tourne moins vite. Pour avoir plus de résolution. Alors, donc voilà le satellite, la mission Plan, qui a été lancée en 2007. C'est pas tout jeune quand même. Et donc ça c'est la cryogénie. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait c'est nous au labo qui avons développé cette cryogénie. Donc voilà, donc, enfin non, pas tout, j'exagère, parce que le 18K couleur c'est les Américains, le 4K couleur c'est les Allemands, et la division c'est nous. Il faut quand même faire travailler tous ces gens ensemble, ce qui est pas mal dans la satellite. Et disons qu'ici vous avez la boîte aussi qui est française. Donc voilà à quoi ressemblait le plan focal du satellite. Donc vous voyez tous les cornets. Derrière chaque cornet, vous avez un bolomètre, soit des araignées comme ce que je vous ai montré. Alors, voilà le satellite. Voilà, donc ça c'est la mise en froid du satellite. Il faut être patient parce que vous voyez, on a démarré je ne sais pas combien, le 15 mai. D'accord. Et on est arrivé froid le 1er juillet. Donc en espérant et en croisant les doigts que tout se passe bien, disons que voilà. Donc c'est tous les étages de notre niveau. Et donc voilà la mesure du satellite comparé au modèle. Donc la courbe rouge c'est le modèle théorique, ce n'est pas un fit de la courbe des points bleus. Et les points bleus c'est les mesures du satellite. Et donc, alors, bien sûr dans le modèle il y a plusieurs paramètres, il y a 4 ou 5 paramètres à ajuster. On a ajusté les 5 paramètres pour que la courbe marche parfaitement bien. Enfin, avec une courbe quelconque, 5 paramètres, ça ne suffit pas pour ajuster ce genre de choses. Donc on a quand même conclu que c'était très bien. Alors, je vous parle de ça parce que c'est une manip qu'on a fait juste avant Planck pour un peu tester la technique du satellite, pour tester la cryogénie qu'on allait mettre sur le satellite et pour tester les détecteurs qui étaient les mêmes. Le plan focal était plus petit, mais c'était le même principe, et le télescope était aussi assez semblable. Et donc un ballon, ben voilà. L'avantage d'un ballon, c'est que quand même, ça coûte beaucoup moins cher qu'un satellite, c'est beaucoup plus vite fait. Vous y allez avec votre matériel, et s'il y a un problème, vous pouvez réparer sur place. Et donc, alors un ballon stratosphérique, ça va très haut quand même. C'est-à-dire que vous montez jusqu'à ce qu'il reste typiquement je ne sais pas, 2 ou 3 millibars de pression. Donc on passe de 1000 millibars à 3 millibars. Donc vous voyez, vous avez vraiment plus d'atmosphère au-dessus. Par contre, il faut voir que le ballon qui est petit au départ, sa taille est multipliée par 300 quand il vole. D'accord? Alors, donc voilà le... Voilà le... Donc vous voyez, vous avez un tout petit peu d'hélium dans le bout. Tout ça, c'est le ballon qui va se gonfler. Jusque-là. D'accord? Jusque-là, c'est le ballon qui va se gonfler. Quand il sera en haut, il sera tout rond. Et donc, en dessous du ballon, vous avez la petite nacelle avec la télémétrie, etc. D'accord? Il est tenu par un tracteur. Là. Il va décrocher. Et à partir de là, on ne peut rien faire pour empêcher que ça s'envole. Et là, il va prendre la nacelle. Alors, la nacelle, elle fait accrocher un petit ballon auxiliaire. Elle ne traîne pas par terre au décollage. Et donc, voilà l'instrument qui s'envole, avec plein de neige qui tombe, on espère que ça ne tombe pas sur le télescope. Et voilà, donc ça c'est un vol qu'on a fait en 2002-2003. Voilà.
qui nous a permis, voilà, on est parti donc de Berlin en Suède, et on a récupéré le ballon à Norilsk en Russie. Parce que le problème des ballons, c'est que ça va au gré des vents. Donc en fait, le problème c'est que ils ont étudié la météo pendant les 10 années qui précèdent, et il y avait toujours des vents favorables qui passaient bien sur la Russie comme il faut. Et l'année où on y était, le vent il était toujours trop vers le nord dans la mer. Donc on a dû attendre jusqu'à ce qu'on puisse lancer. Donc on a lancé finalement en 2002, et on a fait 12 heures de vol et 12 heures de données. Parce que le problème c'est que c'était en février, et donc c'est plus la nuit polaire, on n'est pas assez loin dedans. Enfin, ça nous a quand même permis, et donc voilà la récupération de la nacelle après vol, et c'est pas. Enfin bon, on récupère, on répare. Tout va bien. Ah oui, juste pour vous dire que quand même, après il y a un problème de traitement de données énorme. Parce que les données brutes, c'est ce que je vous montre là, d'accord? Et donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut mesurer. C'est tous des signaux parasites qu'il faut enlever. D'accord? Alors j'insiste pas, et donc voilà le type de carte qu'on a fait avec Archeos. Donc vous voyez les grumeaux, il y a les points rouge-bleu, c'est justement les oscillations, les variations de température qu'on cherche à détecter et qui nous donnent ce spectre. Voilà, ce spectre fait avec. Alors tous ces spectres quand même correspondent très bien. Vous voyez, les points verts c'est Archeos, les points rouges c'est un satellite américain qui a volé un an. Il faut quand même voir que les points verts ils ont été faits en 12 heures de temps, alors que les points rouges ils ont mis un an à être faits. Parce que le ballon était en fait beaucoup plus sensible que le satellite américain. Et c'est les détecteurs qui ont servi à Planck. Donc Planck, pendant 2 ans, ils ont réussi à faire quelque chose de magnifique. Alors, bon, c'est ça. Alors après, comme les volumètres c'est un petit peu délicat, on a décidé de mettre au point des nouveaux types de détecteurs. Au lieu de mesurer la température, on utilise un circuit résonant. Alors vous voyez, le petit fil blanc, là, c'est un fil d'aluminium, d'accord, qui est gravé sur une plaque de silicium. Alors vous voyez, ce fil, il est continu, là, d'accord. Vers ici, il y a 3 bras, puis de l'autre côté, il y a 4 bras. Alors ce truc-là, ça fait un circuit résonant, parce que les grandes oscillations là, c'est une inductance, et le couplage entre les bras qui sont très proches, là, ça fait une capacité. Donc en ajustant la longueur des bras, on peut ajuster ce circuit pour qu'il résonne à une fréquence de l'ordre du gigahertz, vu ces dimensions. Alors après, pour le mesurer, il suffit de passer un fil à côté, là, le fil qui est en haut, vous voyez celui-là. Et donc, si vous excitez le fil d'en haut, vous avez un couplage avec le fil d'en dessous, et vous voyez une résonance quand vous arrivez à la fréquence de résonance du circuit. Alors, comme ce circuit est supraconducteur, sa fréquence de résonance, elle va varier si vous rajoutez des quasi-particules dans le supraconducteur. Alors, vous ne savez pas ce que c'est que des quasi-particules. Enfin, sachez qu'un supraconducteur, normalement, ça conduit le courant sans aucune résistance. Mais si vous chauffez un supraconducteur pour vous rapprocher de la température critique, vous allez créer dedans des excitations qui vont modifier un peu la manière dont le courant peut passer. Ou alors, si vous envoyez de la lumière dessus, c'est pareil, la lumière va créer ce qu'on appelle des quasi-particules, en interagissant avec le supra, et va modifier un petit peu son inductance. Et donc en fait, quand la lumière arrive là-dessus, alors vous me direz la lumière, mais comme ce truc-là est plus petit que la longueur d'onde, en fait, c'est la même chose qu'une grille absorbante. Donc ça absorbe toute la lumière qui arrive là, si la longueur d'onde est typiquement de l'ordre du carré qui est là. Donc quand la lumière arrive, ça change un tout petit peu l'inductance, ça va changer la fréquence de résonance de mon circuit. Alors, vous voyez, la réponse du circuit à une excitation, c'est le trait bleu, le trait noir. Si vous envoyez de la lumière, ça devient le trait rouge. Donc, on a un système qui est très sensible et qui est capable de mesurer de la lumière millimétrique. Alors le gros avantage de ce système, c'est qu'on peut le multiplexer très facilement. Parce que vous avez une ligne et vous mettez tous vos quilles l'un à côté de l'autre et vous les réglez chacun à une fréquence un peu différente. À ce moment-là, si vous regardez la réponse de votre ligne, vous avez une absorption pour chaque quille. Et donc le but, ça va être de mesurer simultanément tous ces pics d'absorption
avec un seul amplificateur. Alors l'autre avantage par rapport au bolomètre, c'est que c'est beaucoup plus facile, vous n'avez pas de problème thermique. Vous n'êtes pas obligé de l'isoler sur une membrane. Vous avez un système qui est solide, qui est sur un wafer de silicium, c'est juste un dépôt d'aluminium. Et en plus, c'est un système qui répond très vite. Et en plus, la position de la résonance, elle varie linéairement avec la puissance, ce qui est très très agréable, parce que du coup, on a un système qui répond bien. Alors, comment on fait pour mesurer un système comme ça? Ben, on envoie un signal électrique dessus avec contenant une fréquence piquée sur chaque résonance, typiquement. Et puis on fait une détection synchrone pour mesurer la réponse du circuit à chacune de ces fréquences. Alors on fait tout ça en parallèle dans un circuit qui est un FPGA. Donc c'est un circuit qui permet de faire des tas de choses, qui permet de mesurer typiquement 400 détecteurs d'un coup. Mais bon, c'est pas tout à fait si simple que ça, mais bon, ça permet quand même. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Alors les premiers kits, donc c'est, vous voyez, 2011. Donc ça c'est un télescope en Espagne, à Pico Veleta, c'est dans la Sierra Nevada. C'est pas tout près d'ici. C'est à 3000 mètres. Donc là vous voyez des exemples. Là vous voyez une lentille, par exemple, qui est très grosse. Là vous voyez un miroir. Et là, vous avez le cryostat qui contient la partie froide de l'expérience. Donc là, c'est pareil, c'est le même. Donc c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez bien vous voyez les filtres d'entrée là. Donc le filtre, c'est une plaque avec les grilles métalliques dessus. Et là, vous voyez des lentilles. Et là, vous voyez les sorties électroniques. Alors ça va être multiplexé. Là, on a quand même 12 lignes qui permettent de mesurer. Donc chaque ligne 400 détecteurs, donc ça commence à faire beaucoup. Et voilà une matrice typique. Alors ce qu'on voit là, c'est la ligne principale de la matrice, avec les connecteurs de mesure pour chaque ligne. Donc là, c'est une matrice, c'est l'ordre de 1000 pixels. Voilà une électronique de lecture. Alors voilà à quoi ressemble ce qu'on mesure quand même, parce que je vous ai montré une courbe droite avec des résonances toutes belles. En fait, ça ressemble plutôt à ça. Donc chaque pic ici, ça c'est une mesure, chaque pic ici c'est un détecteur. Alors, évidemment au départ on ne sait pas où il est sur la matrice, donc il faut viser une source pour repérer toutes les résonances, savoir où elles sont. Alors voilà, je passe, donc ça il y a eu depuis des tas de développement de kits dans le monde. D'accord. Donc je passe aussi. Ça, c'est le dernier instrument qu'on a installé en 2021. Donc, sur ce télescope Apex qui se trouve au Chili, sur le plateau au-dessus du désert d'Atacama, c'est pas pour mesurer le fond diffus cosmologique, c'est pour mesurer autre chose. Je vous expliquais qu'en infrarouge, on pouvait aller regarder des objets très éloignés. Donc, en fait, on veut mesurer la raie du carbone ionisé. C'est plus parce que ce gaz est très important dans les gaz intergalactiques. Et donc, l'avantage de mesurer une raie, c'est qu'en principe, en mesurant le décalage de la raie, vous pouvez mesurer la résistance de la raie, et en mesurant l'angle, vous savez où elle est. Donc, vous pouvez faire une carte à 3 dimensions des gaz à l'intérieur des amas galactiques. Puis il y a aussi l'effet généalogique, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Alors, je vais juste vous dire comment on fait pour mesurer le spectre de la lumière. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut savoir pas seulement la quantité totale de lumière, mais quelles sont les fréquences qui contiennent la lumière. On utilise un interféromètre de Martin-Poplet. Je ne vais pas trop vous détailler. Mais bon, globalement, on a le ciel qui envoie sa lumière. On a une référence froide qui envoie de la lumière pour comparer. Et on a un polariseur. Donc ici, il y a une polarisation qui est le ciel, et l'autre polarisation qui est la référence froide. La polarisation qui a été réfléchie, c'est la référence. Donc on a un signal qui contient le ciel et la référence dans les deux polarisations. Ici, on a un polariseur à 45 degrés. Et donc le ciel, il est séparé en deux moitiés. Une moitié qui va là et une moitié qui va là. Et la référence froide aussi. Une moitié qui va là, une moitié qui va là, mais avec polarisation différente. Après, vous avez des miroirs en coin. Alors un miroir en coin,
ça renvoie la lumière d'où elle arrive, mais ça change la polarisation. Parce que la polarisation verticale, elle reste dans le même sens, la polarisation horizontale, elle est retournée. Et donc, la lumière qui est arrivée par là, change de polarisation, et donc là, elle est réfléchie. Ah, excusez-moi. Là, elle est réfléchie, elle va de l'autre côté. Le dessin est faux, c'est pas grave. Et la lumière qui est là, enfin, dans le principe, la lumière qui arrive ici, la lumière qui est réfléchie là, elle est renvoyée, elle passe à travers ici. Elle va au détecteur. Et après, dans les détecteurs, on combine les deux. Et alors après, on déplace le miroir mobile ici pour changer cette distance par rapport à celle-là. Alors si les distances sont les mêmes, les intensités s'ajoutent. Si vous décalez d'une demi-longueur d'onde, les intensités se soustraient. Donc vous allez avoir des interférences quand vous déplacez ici. Alors les interférences, je vous les montrerai tout à l'heure. Disons que ça permet de mesurer. Donc, voilà un Martin Puplet de la Rho. Vous avez ici un polariseur d'entrée. Vous voyez le polariseur ici. Vous avez les miroirs en coin de deux côtés qui permettent de faire ça. Et donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc ça c'est la manip concerto dans le babou. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit ici le cryostat qui est monté sur des amortisseurs. On voit ici il y a le moteur du Martin Puplet qui est caché là sous cette électronique. Ce qu'on voit là c'est le miroir en coin qui va bouger. Attention, ce miroir qui est grand quand même, il va bouger de 10 cm à une vitesse de 3 Hz. Donc c'est comme ça. Et vous savez qu'un système froid, c'est très sensible aux vibrations. Et donc le tout est monté sur des systèmes amortisseurs pour éviter que les vibrations du système aillent affluer comme ça. Et après devant, vous avez tout le type de reprise avec du miroir. Vous voyez ici, il y a un grand miroir, on voit l'arrière du miroir. Alors les miroirs, ils sont usinés à l'arrière pour être plus légers et tout en avec des ailettes pour rester bien rigides. Donc vous avez tout plein de miroirs. Ça, c'est le petit cryostat qui sert de référence froide, pour comparer le ciel à une référence froide. Et voilà. Alors quand même, pour vous montrer des choses. Donc ça, c'est le polariseur. Le polariseur, c'est une grande lame de millard avec des traits, des lignes lithographiées. Un polariseur, c'est seulement une série de lignes parallèles. Si le champ électrique est dans le sens des lignes, il est réfléchi. S'il est perpendiculaire aux lignes, il passe à travers. Donc ça, c'est le châssis du cryostat qu'il faut... Évidemment, il doit marcher dans toutes les orientations parce que le télescope, il bouge, évidemment. Donc il faut que ça marche aussi bien quand c'est incliné. Ça, c'est la dilution. Vous voyez, c'est tout petit. C'est une unité qui refroidit le système à 70 millica. Et ça, c'est le moteur linéaire qui fait bouger le miroir mobile. Alors voilà, ça c'est les matrices. Alors là, vous ne voyez pas les matrices parce qu'il y a un filtre qui est collé sur la matrice, qui est plaqué sur la matrice, pour définir bien la longueur d'onde de ce qu'on va parler. Et voilà, alors juste pour finir, je vous dis un peu les particularités de Concerto. C'est que le moteur du MPI il est monté sur une membrane souple pour ne pas transmettre ses vibrations. Évidemment, il y a un contrepoids pour qu'il soit équilibré complètement. Donc quand le miroir bouge dans un sens, il y a un contrepoids qui bouge dans l'autre sens. C'est comme un moteur de 2 chevaux. Et il y a des membranes souples pour le soutenir. Et donc il faut mesurer la position réelle des membranes, puisqu'il est amorti, il est suspendu, il ne va pas être là où on croit. Donc on a un laser rapide qui permet de mesurer directement la position du miroir qu'on va utiliser. On a une modulation synchrone qui permet de corriger le tuning. Parce que vous avez vu, vos résonances de Kidd, elles peuvent bouger quand même. S'il y a un nuage qui passe, ou si vous changez l'élévation du télescope, la température de l'atmosphère va changer. Et donc, vos résonances vont bouger. Donc, il faut que les raies que vous envoyez pour les mesurer les fassent suivre. Donc, ça, c'est un système automatique. Le cryostat aussi, il est monté sur des amortisseurs pour ne pas vibrer. Mais si vous le mettez sur un amortisseur très souple, quand la cabine s'incline, il va bouger. Donc il y a un système d'asservissement automatique pour le remettre en place en rajoutant de l'air comprimé où il faut. Et puis, le dernier problème qu'on a eu, ça on s'en rendu compte que sur place, c'est que la membrane du polariseur, elle vibrait. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la cabine, il y a des tas de moteurs, il y a de la ventilation, etc. Et donc on a été très embêtés avec ça. Et en fait, on a trouvé une parade.
On a utilisé un laser pour mesurer les vibrations de la membrane, en pointant un laser au milieu de la membrane. Et on a utilisé un haut-parleur pour envoyer un bruit opposé en phase pour l'empêcher de vibrer. Donc on a fait du noise cancelling et ça marche super bien, ça nous a permis de gagner énormément en bruit sur le système. Donc vous voyez, on travaille dans tous les domaines. Je crois que je m'arrête là. Donc voilà typiquement les pixels de Concerto. Donc vous voyez, la matrice, elle n'est quand même pas pleine, parce que d'abord il y a des pixels qui sont cassés. Mais c'est pas grave, on en garde beaucoup, c'est ça qui compte. Puis il y a des lignes entre les rangées de pixels, parce que pour la lithographie, c'était plus commode. Donc on retrouve tout ça. Ça, c'est une carte qui est faite sur une source de calibration. Donc ça permet de reconnaître tous les pixels, de les nommer, de savoir où ils sont. Ça, c'est des interférogrammes typiques qui nous permettent de mesurer le spectre de ce qu'on voit. Ça, c'est la bande passante qui a été mesurée. Donc on voit qu'on va de 200 typiquement à 350 GHz. C'est pour ça, 350 GHz, il faut vraiment être en altitude. Donc là, on est à plus de 5000 mètres d'altitude. Et normalement, c'est très très sec quand on arrive à mesurer jusqu'à ces fréquences-là. Et ça, c'est juste un test. On a fait une zone du ciel où il y avait quelques sources. Comparé avec les mesures Herschel dans la même zone. On voit que le Concerto mesure la même chose. Alors après, les résultats scientifiques de Concerto, ça demande encore beaucoup de travail et ça sera pour un ou deux ans. Et bien, merci beaucoup. Pour commencer par une remarque, on voit quand même que tous les domaines des sciences sont liés. C'est-à-dire que les progrès d'astrophysique sont basés sur des progrès d'instrumentation et à la base sur des progrès de ce qui était la science de base, c'est-à-dire la physique de la matière, de la supraconductivité et d'autres états de la matière. Oui. C'est pas quelque chose. Là, les progrès d'astrophysique viennent de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'interactions dans les divers domaines de la science. Ensuite, une question dont tu nous as montré les fluctuations à un certain temps T de la vie de l'univers. À partir de la connaissance de cette période de la vie de l'univers, on peut plus ou moins prédire ce qui s'est passé après. Oui. Par contre, qu'est-ce qui manque pour aller au-delà, à l'avant, plus avant? On peut remonter, assez bien d'ailleurs. Oui. Alors bon, c'est complètement opaque, donc on n'a aucune observation. Mais les modèles nous prédisent ce qui se passe avant. Mais quand on remonte trop loin, après on a un problème existentiel, c'est que la mécanique quantique et la relativité ne sont pas compatibles. Et donc on ne sait plus. Les connaissances sur les particules élémentaires, ça permet de remonter un peu, sur le composé, sur les composants de vie. Toutes les périodes, jusqu'à quelques secondes après le Big Bang, on va savoir ce qui s'est passé. À plus haute énergie pour comprendre. Avant, il y a le problème de l'inflation, dont je n'ai pas du tout parlé, qui est. Alors, que dire en 3 mots? Il y a des problèmes quand même existentiels à ça. Que comment se fait-il? Quand vous regardez de ce côté, vous voyez le corps noir à des vous regardez de l'autre côté, vous voyez le corps noir à la même température. Exactement. Alors que ce que vous voyez là, ce que vous voyez là-bas, c'est des choses qui n'ont pas pu être en contact, puisqu'ils sont trop éloignés. Ils n'ont pas pu se voir. Ils n'ont jamais pu s'échanger. Pourquoi ils sont quand même à la même température? Et alors, l'explication à ça, c'est qu'au début de l'univers, il y a eu une expansion très très rapide, qu'on appelle l'inflation, qui fait que des objets proches se sont retrouvés très éloignés. Donc ça veut dire que ces objets qui sont très éloignés là, à une époque, ils étaient très proches et ils étaient thermalisés ensemble. Voilà, alors l'inflation, ça veut dire qu'il y a eu... L'expansion n'a pas du tout été homogène et régulière comme ça. Elle a été homogène après quelques secondes. Mais avant,
il y a eu une période où il y a eu une inflation exponentielle. Et donc les gens ont des modèles pour expliquer ça, un peu tordus, donc je ne comprends pas trop. Enfin, il faut savoir qu'il y a ce problème-là. Alors, une des manières de traiter ce problème, c'est de mesurer la polarisation du rayonnement fossile. Alors, vous voyez que le rayonnement fossile, c'est déjà pas très grand. Bon, avec Planck, quand même, on voit qu'on a une bonne précision. Et la polarisation, c'est des ordres de grandeur plus faibles qu'il faut mesurer. Parce que il y a des symétries de polarisation qui sont conservées dans le plasma. Et donc, si vous avez une polarisation qui a une certaine symétrie, quand le plasma va se dilater, ça va rester. Et donc, en mesurant la symétrie de la polarisation, on peut savoir, on peut séparer les modes d'inflation, savoir qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'inflation. Une symétrie dans ces fluctuations. Alors, ouais. Non, une symétrie de la polarisation. Est-ce que la polarisation, elle est radiale autour d'un point central un peu plus chaud, par exemple, ou est-ce que vous avez une polarisation en hélice qui tourne autour des points chauds? Si elle tourne autour des points chauds, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a une symétrie différente qui a créé cette polarisation. Est-ce qu'il y a une chiralité aussi dans cette distribution? Exactement. Non. On va s'arrêter là. Enfin, la polarisation du CMB, c'est un sujet à la mode pour lequel les gens dépensent des millions pour construire des gros instruments. Quelle est l'origine de la chiralité dans les êtres vivants, dans la physique? De la différence entre droite et gauche. Pourquoi je suis gaucher et toi je suis droitière? D'autres questions? Oui. J'aurais une question, mais qui sort un petit peu de ce que vous dites. Selon Kelvin, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'atome? Les électrons, il y a un nuage d'électrons. À cette température, l'électron n'est pas excité par la température, il devait tomber sur le noyau. Enfin, c'est selon mon raisonnement. Qu'est-ce qu'il en est à 0 degré Kelvin pour l'électron et l'atome? Ça ne change rien. L'électron il tourne autour de l'atome, quelle que soit, ce n'est pas une question de température. C'est parce qu'il est dans un état quantique qui fait qu'il est à cet endroit-là, il ne peut pas aller ailleurs. C'est son état fondamental. Mais ils sont de polarités différentes, donc théoriquement ils devraient approcher l'un sur l'autre, puisque les protons sont positifs. Non, mais la mécanique quantique. Ah, voilà, oui. Bon. Ah, c'est terminé. Ça y est. Bon, très bien. Qu'est-ce que dit la mécanique quantique? On dit que vous avez des états stables, c'est un état fondamental du système. D'accord? L'électron, il est dans son premier état, donc il y a un deuxième électron qui est dans le deuxième état, etc. Donc vous êtes obligé de mettre les électrons dans des états comme ça. Donc quand vous refroidissez, vous arrêtez les atomes qui finissent par ne plus être les atomes restent des atomes. On reste au niveau de l'atome. Bon, il y a différentes couches atomiques et chaque électron a la même valeur quelle que soit sa couche, ou bien ils sont dédiés à chaque couche et chaque couche est différente des électrons des couches différentes au-dessus. Autrement dit, est-ce que tous les électrons ont la même valeur et dans l'image ça tourne autour du noyau? Je me souviens, quand il y a des rayons X, généralement c'est un électron qui sort de sa couche et qui revient sur sa couche. Donc il y a un électron qui est dédié à une couche. Non, ils sont indiscernables. Si vous avez une couche vide, vous pouvez prendre un électron et l'appeler dans votre couche. Les couches, c'est des cases dans lesquelles vous pouvez mettre vos électrons. Et vous n'avez pas le droit d'en mettre plus qu'un par couche. C'est ça la règle. Mais est-ce que les électrons sont dédiés à une couche particulière? Est-ce qu'il y a des électrons d'un certain type sur une couche A? Non, les électrons sont tous identiques et indiscernables. Vous avez répondu à une question. C'est parce qu'on a l'idée que l'atome, c'est qu'il y a un noyau et puis que les électrons tournent comme la Terre autour du Soleil. Alors c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas comme ça, juste. C'est plus compliqué que ça.
oui, on ne peut pas. Vous pouvez mettre deux terres côte à côte qui tournent en même temps sur le même rayon, vous ne pouvez pas mettre deux électrons dans la même case. D'autres questions? C'est comme les hélium 3, on ne peut pas en mettre deux dans la même case. Alors que les hélium 4, vous pouvez parce qu'ils sont pairs. C'est ça qui fait la différence. Bonjour, une question un peu plus moins pointue. Les instruments qu'il y a sur le James Webb sont-ils de même nature que ceux que vous avez présentés là, ou y a-t-il une évolution technologique? Non, a priori c'est de l'optique. Visible. C'était également des mesures très très Oui. millimétriques. Non, c'est pas millimétrique. C'est de l'infrarouge. Ça va plus loin que, je sais pas exactement la bande de fréquence, je ne sais pas lesquels. C'est vrai qu'ils arrivent aussi à voir loin. J'exagère quand j'ai dit qu'on ne pouvait pas voir loin dans l'optique visible. Mais quand même, on va regarder des choses qui sont très très bien. Et avec des aides, on espère regarder avec des aides de l'ordre de 5 ou quelque chose comme ça. Donc c'est déjà énorme. Ça veut dire que la fréquence est déjà décalée d'un facteur 5. D'autres questions? C'est perdu dans le ciel. Vous avez une idée de la profondeur où vous avez été voir les choses? Pardon? Vous avez une idée de la profondeur que vous avez regardé? Vous ne chiffrez pas? Si on travaille par exemple là, on est en train d'observer beaucoup un amas qui s'appelle Cosmos, qui est très très loin. Vous avez une idée à peu près de ce que c'est représente? Je ne sais pas en quelle unité, non mais je ne peux pas vous dire. C'est intéressant. Nous on compte en Z souvent. Et Z c'est le décalage. Donc Z égale 5, ça veut dire que Z égale 1000, c'est frontier. Parce que c'est un facteur 1000 sur la fréquence. Z égale 5, c'est déjà très loin. Et après, si on arrive à Z égale 10, je crois qu'il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de galaxies. C'est fini. On regarde plus loin, il y a alors on essaie de se rapprocher de ce point-là. L'idée de la cosmologie, c'est quand même d'essayer d'étudier les amas de galaxies les plus lointains pour voir s'ils étaient différents des amas de galaxies d'aujourd'hui. Alors on sait que les étoiles les plus vieilles sont différentes des étoiles récentes. Parce qu'au départ, dans l'univers, il n'y avait quand même que de l'hélium, du lithium, des composants légers. Que les composants lourds ne sont arrivés que après que des étoiles se soient formées, qu'elles aient vécu et qu'elles aient explosé. Parce que c'est les étoiles qui fabriquent les éléments. Donc les premières étoiles étaient différentes, elles n'avaient pas d'éléments. Vous devez vivre aussi longtemps que les autres ou... Ah, je ne sais pas trop. Bon, elles avaient peut-être un comportement un peu différent. C'est ce qu'on essaye de voir, mais c'est difficile. Si on voit très très loin, mais est-ce que la forme de l'univers c'est une sphère qui s'agrandit ou est-ce que c'est une forme différente d'une sphère? Non. Ce qu'on voit, c'est une sphère. Et ça, c'est parce qu'on est à un endroit donné. Parce que plus on va regarder loin, plus on regarde vieux, donc quand on arrive suffisamment loin, on voit le Big Bang. Donc ce qu'on voit, c'est un horizon qui est une sphère. Et ce n'est pas du tout la forme de l'univers. L'univers, a priori, on considère qu'il est infini et qu'il est homogène. Alors, on ne sait pas si c'est vrai. Disons, en première approximation, on suppose que l'univers est infini et homogène
et que ce qu'on voit, c'est qu'une sphère qui est liée à l'âge de l'univers et à notre position. Et ce n'est pas du tout la forme de l'univers. D'autres questions? Et la distance en temps, vous imaginez la distance en temps, puisque... 13 milliards d'années. Ça, c'est des chiffres. Ça, c'est connu depuis longtemps. Et la première approximation classique en mesurant juste l'expansion des années 30, on savait déjà que c'était cet ordre de grandeur. Alors, bien sûr, on a un chiffre avec, je ne sais pas combien de décimales, on sait exactement l'âge de l'univers. Mais je ne connais pas le chiffre. C'est pas très important, mais ce qui est important pour les modèles quand même, parce qu'à partir de là, on peut calculer tout ce qui se passe après, comme il disait. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, c'est une physique simple, tout ce qui se passe après, parce que c'est un gaz homogène, avec des densités raisonnables, pas de singularité, et donc c'est facile de calculer tout ce qui se passe, comment ça a évolué. Là où on ne peut plus calculer de façon simple, c'est quand il y a eu des étoiles qui se sont formées. Parce que là, il y a des singularités, il y a des choses qui sont très difficilement calculables. Et les trous de noir aussi. Les trous de noir aussi, voilà. Et entre les premières secondes après le Big Bang, après l'inflation, je dirais, entre ce moment-là, et puis la rayonisation, qui est le moment où il y a eu les premières étoiles qui sont condensées et qui ont fabriqué des composés de la lumière, il y a toute une période où on a des modèles qui permettent de calculer exactement ce qui se passe. C'est pour ça. Un temps de vie aussi. On voit ça, presque très bien. Non, pour moi quand même, pas beaucoup. C'est la plus grande partie en fait. Oui, oui. Même dans la période actuelle, il y a des choses qu'on ne comprend pas, comme l'effondrement des trous noirs. Oui, mais ça devient de la physique compliquée, justement. Oui. Non, il y a quand même des choses qu'on ne comprend pas très bien, et ça dépend un peu de ce qu'est la matière noire et de ce qu'est l'énergie noire. Ça, c'est encore tout un domaine. Donc, dans les modèles, on met une certaine quantité de matière noire et une certaine quantité d'énergie noire. C'est l'énergie noire qui fait que l'univers, l'expansion accélère. Alors, jusqu'à il y a 20 ans, on ne savait pas si l'univers allait s'expandre indéfiniment ou s'il allait se refermer. Parce que la gravitation, si vous avez un univers d'expansion, mais vous avez la gravitation qui attire tout le monde, on peut se dire, si ça ne va pas assez vite, ça va retomber. Et donc, les premiers calculs disaient, on est juste à la vitesse critique où ça ne va pas retomber. En fait, maintenant, on sait qu'en plus, ça va de plus en plus vite, donc ça ne retombera pas. Ça finira dans le néant. J'ai compris que tu travailles aussi sur les problèmes de détection de la matière noire. Oui. Participer à ce qui se passe dans les âges. Oui. On a fait une grosse manip dans le fond du tunnel du Fréjus ou les Alpes pour essayer de découvrir la matière noire. Parce qu'il y avait une hypothèse qui avait été émise par les théoriciens que la matière noire, c'était peut-être des particules. Et ces particules, elles existaient dans un modèle supersymétrique. Donc les gens ont prédit qu'il pouvait exister des particules qui étaient assez lourdes, mais qui n'avaient aucune interaction. C'est-à-dire qu'elles traversaient la Terre de part en part sans la voir. Et ça permettait d'expliquer pourquoi il y avait de la matière avec de la masse qu'on ne voyait pas. Et donc on a quand même, les gens ont prédit que cette matière, quand même, elle avait une probabilité non nulle d'interagir, mais très faible. Et donc on a installé dans le tunnel des très gros cristaux de germanium, avec un thermomètre dessus pour mesurer s'il y a une particule qui tape le cristal, on la voit. Le problème, c'est que sur un gros cristal, il y a plein de particules qui tapent, parce qu'il y a plein de radioactivité ambiante, il y a plein de choses, etc., plein de rayons cosmiques. Donc
on va dans le tunnel pour pas avoir de rayons cosmiques. On est obligé d'utiliser des matériaux sélectionnés, non radioactifs, de mettre des écrans, etc. Et puis d'avoir des systèmes de détection pour séparer ces particules d'une radioactivité ordinaire. Donc on a mis ces cristaux dans le tunnel, on a compté pendant des années, on n'a jamais rien vu. C'est triste. Quoi ? Ça veut dire que la section efficace, la probabilité de cogner, elle est plus faible. Alors le problème c'est que les théoriciens, ils ont calculé, ils ont dit, ouais, la probabilité elle pourrait être comme ça, ou peut-être 100 fois plus faible. Enfin bon, ils ont donné une marge. Alors si elle est comme ça, c'est bon, si elle est 100 fois plus faible, pas rien du tout. Est-ce que l'antimatière agit comme la matière noire, là, comme l'énergie noire ? Non, l'antimatière c'est autre chose. C'est autre chose. L'antimatière, ça existe vraiment, on est capable d'en fabriquer dans les accélérateurs. La grande question sur l'antimatière, c'est est-ce qu'une particule d'antimatière, elle tombe ou elle monte ? Oui. Ça, on n'a pas la réponse. Oui, c'est l'expérience qui se fait actuellement sur le hadron, enfin sur le CERN, oui. Alors, il y a des gens qui essaient de faire des expériences pour mesurer ça. Oui. Et c'est très très difficile parce qu'une particule est très peu sensible à la gravité, elle est beaucoup plus sensible au champ électrique et à toutes les perturbations extérieures. Ça, on n'a pas la réponse. Et c'est comme ça. C'est suffisant pour savoir s'il y avait d'autres questions. Non ? Merci beaucoup.